Et notre apprentissage continue sur les bases du HTML et on est parti pour voir les formulaires. J'arrive sur un projet vierge, donc là c'est le premier site internet qui a été créé, donc en 1990, je pense que je l'ai dit au moins 36 fois déjà. Et on est parti, donc dans notre VS Code, on va se créer notre index.html, point d'exclamation, entrée pour mettre en place notre doctype. On va lui préciser que nous sommes en français et en title, nous allons mettre les formulaires. Clic droit, Open with Live Server. Mon onglet est apparu, je peux fermer les autres onglets des vidéos faites précédemment. Et on est parti dans le body, donc dans le corps de notre site, un H1, un U, les formulaires. Disons que nous sommes sur la page d'un site web où on demande à la personne de s'inscrire. Donc on va être sur une page d'enregistrement. Page 2, enregistrement. Et nous allons donc faire des formulaires dans lesquels il va nous falloir un nom ou un pseudo, peu importe. Je fais CTRL-SHIFT pour faire un commentaire et là après il nous faudra un email. À la suite de ça, il va nous falloir un mot de passe. On va pouvoir demander potentiellement le téléphone, pourquoi pas. Parce que c'est un site d'e-commerce où on peut potentiellement avoir besoin d'appeler le client. Et enfin, il va nous falloir un bouton de soumission ou d'envoi. Ça fait moins pompeux. D'envoi des données. Alors, je le dis d'ores et déjà, quand j'ai appris les formulaires, j'avais cette frustration de ne pas savoir où allaient les données. Ne vous inquiétez pas, les données que nous allons mettre dans les formulaires, vous ne saurez pas non plus où elles vont, donc vous allez vivre la même frustration que moi. Mais quand vous allez commencer à avancer dans l'apprentissage du développement web, vous allez apprendre soit une version back-end, c'est-à-dire une version qui va s'occuper des bases de données en JavaScript ou en PHP, et là, vous allez comprendre où vont les données. Pour l'instant, on est plus sur une partie, on va dire front-end, donc la partie visible pour un utilisateur. Donc où vont les données? Pour l'instant, ne vous posez pas la question, ce n'est pas bien grave, ce n'est pas le moment de s'en occuper. Donc pas de frustration, step by step, on y va tranquille. Et là, pour l'instant, on va juste faire un formulaire. Pas beau, puisqu'on n'a pas encore de CSS, mais on va juste faire un formulaire et on verra plus tard où vont les données, donc no stress. On va se faire un input, c'est là-dedans qu'on va rentrer les données. C'est du texte, il apparaît déjà, je peux rentrer du texte, c'est fantastique. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est comme input. Donc la personne, on veut qu'elle rentre son nom. On va donc créer un label lié à l'input. Le label, on va dire que il va être for le pseudo. Ça pourrait être le nom, ça pourrait être le prénom, peu importe. Pour lier le label et l'input, à l'input, on va lui donner un ID que je ne vais pas mettre de suite. Alors déjà, le label, on a dit que c'était pour le pseudo, mais ici, je n'ai pas mis ce que c'était. Vous voyez, il n'apparaît pas. Il existe, hein, mais il est caché, il n'a pas de texte. J'ai bien une balise ouvrante, une balise fermante, donc je dois mettre un enfant, je dois mettre du contenu. Votre pseudo. Avec un E, ça marche mieux. Votre pseudo. Si je clique dans l'input, ok, j'ai accès, je peux écrire. Si je clique en dehors, je peux rien faire. Si je clique sur pseudo, il ne se passe rien. Si maintenant au niveau de l'input, je récupère le for et je le mets dans l'ID, aux joies, si je clique sur pseudo, j'ai accès à mon input également. Donc que je clique dans l'input ou sur votre pseudo, comme le for va relier à l'ID, il faut bien qu'il y ait bien les mêmes noms ici et là. J'aurais pu appeler ça truc et truc. Là, on va mettre quelque chose de parlant, histoire de s'y retrouver. Pseudo et pseudo, j'ai bien la même chose. Donc les deux sont liés. Je vais faire un petit BR pour passer à la ligne et on va les demander un email. Donc label for mail, votre adresse email. On va mettre un input et là, vous allez faire 2 points. Email, hop, il apparaît, il est là. Du coup, ici, ça va être de type email. Alors, juste avant, je vais récupérer mail et je vais le mettre dans l'ID. Là, au passage, j'ai name qui est apparu. Name, que nous n'avons pas vu au-dessus, on pourrait le mettre également.
Et on pourrait mettre dedans, par exemple, pseudo. Et ici, on mettrait mail. L'utilité ici est absolument de 0. Voilà, désolé, ça ne sert à rien. Le name ici, ça va être le nom de la donnée, pas la valeur, le nom de la donnée que vous allez transférer au programme, à la partie du projet qui va s'occuper d'envoyer les informations dans la base de données. Comme nous, ici, on n'envoie rien en base de données, le name n'a aucun intérêt ici. Il pourrait s'appeler différemment que l'ID. Juste, si dans votre base de données, vous avez une colonne qui s'appelle mail, on a besoin d'appeler ça mail. Si ça s'appelait adresse email du client, il faudrait que nous notions ici adresse email du client, mais le mot name, lui, ne bougerait pas. Ça serait la valeur. Et ça, ce serait le nom de la colonne, et la valeur serait ici. Alors, l'intérêt d'avoir mis email en type au lieu de texte. Vous allez me dire, ça se ressemble quand même sévèrement. Si je mets ma flèche au-dessus de l'input, on voit qu'il y a un petit texte qui apparaît. Veuillez inclure un arrobase dans l'adresse email. Donc il faudrait que je mette un arrobase dans l'adresse email. Et à ce moment-là, mon petit message n'apparaît plus. Sur smartphone, le clavier peut être amené à changer et avoir un arrobase directement accessible sans avoir besoin de rentrer dans les caractères spéciaux. Donc le fait de mettre type email, on aurait potentiellement un clavier différent de texte sur une tablette ou sur un smartphone. On passe à la ligne et on va mettre le numéro de téléphone. Alors label, on va mettre tel, ou téléphone même. Entrée. Votre numéro de téléphone. Et pour ce qui est de l'input, alors soit vous le savez, soit vous faites 2 points, tel, super, ça apparaît. Alors, en name ici, on pourrait mettre tel num, mettre ce qu'on veut, peu importe. Par contre, dans l'ID, on pense bien mettre la même chose que for. De telle manière que si je clique sur le label qui est là, ça me met disponible l'input ici. Je rentre directement dans l'input. Après, si je clique sur l'input, évidemment, je vais dans l'input également. L'intérêt ici, c'est que sur smartphone et tablette, vous avez spontanément un clavier numérique qui apparaît et non pas un clavier AZERTY. On va arriver au password. Donc label password, votre mot de passe, et en input, on va marquer password puisque c'est un type d'input qui existe. En name, on va pouvoir mettre, hop, je vais copier password, et en ID, password. Donc vous avez bien compris que le name, ce sera le nom de la donnée en base de données, donc ne nous intéresse pas pour le moment. Et l'ID va venir se lier au for qui est là. J'ai oublié de mettre mon BR au niveau de téléphone. Hop, je passe à la ligne. Et l'intérêt d'un input de type password, c'est que quoi que je tape, on voit rien. Alors faites très attention, ne laissez jamais votre mot de passe comme ça sur un ordi et vous partez prendre un café, parce qu'il suffit que je vienne ici. Parce que maintenant on est dev, donc on sait faire des choses. Dans l'input de type password, je viens changer le password en texte. Entrée, le mot de passe apparaît. Donc faites très attention, c'est sécurisé tant que vous êtes devant l'ordi. Si quelqu'un a accès à votre HTML, ici à votre console de dev, c'est mort, on a bien le mot de passe. Je rafraîchis, on va revenir en mode password. Imaginons ici, je tape Kiki. Je viens sur password et je transforme l'input de type password en type texte. Entrée, j'ai Kiki qui apparaît. Et oui, à partir de maintenant, vous pouvez aller dans l'HTML de n'importe quel site et commencer à bidouiller, trifouiller et vous amuser. Ici, on a un HTML qui est relativement simple. Après, sur des gros sites, vous allez voir, l'HTML peut faire un peu peur avec des noms qui sont complètement hallucinants. Mais vous pouvez commencer à aller vous amuser, à aller changer certaines choses. Imaginons, je reviens sur mon site du CERN. Hop, hop, hop. Je vais descendre un petit peu sur le site et je vois découvrir le CERN. Je fais un F12, là je suis sur le vrai site du CERN, hein. C'est pas un site à nous ou un site que j'ai fait pour l'exemple. Hein.
c'est vraiment le vrai site du CERN avec la vraie adresse que vous voyez ici. Si je vais sélectionner ici, découvrir le CERN, et que je fais découvrir le HTML, entrée, hop, découvrir le HTML. Attention, ça ne le change que sur ma page, hein, ça ne va pas le changer de partout. Hein. Donc n'essayez pas d'aller changer le montant de votre compte en banque, ça ne fonctionnera pas. Il suffit que je rafraîchisse la page, et hop, on est bien sûr découvrir le CERN, puisque c'est bien ça qui est dans la base de données sur le serveur du site du CERN. Mais voilà, tout ça pour vous dire que vous pouvez commencer à aller vous amuser à trifouiller ce qui se passe dans l'HTML des sites. Et donc, à y faire attention pour vous aussi. Et finalement, après un petit BR, après ce password, nous allons mettre un bouton de type submit, envoyer, parce qu'il va soumettre, donc submit, soumettre les données du formulaire à la base de données. Et là, le fait d'avoir dit ça, je viens de me rendre compte d'un truc qui c'est complètement horrible, mais tant pis, on va rester comme ça et on va le corriger de suite. C'est que tout ceci est un formulaire. Et un formulaire, on le met dans quoi? On le met dans des balises formulaire. Forme. Alors l'action sera l'adresse de là où on va envoyer nos informations. Nous, on enverra nos adresses nulle part. Je copie la balise fermante, je la mets en bas. Et là, j'ai bien mon formulaire qui est fait. Donc dans mes balises formes, ouvrante et fermante, l'action là, je peux l'enlever. Je vais avoir un ensemble de labels et d'inputs qui vont fabriquer mon formulaire. Formulaire qui est ce qu'il est aujourd'hui, hein, puisqu'on n'a pas fait de CSS encore. Donc vous dire que c'est l'esthétisme absolu, non peut-être pas. Mais voilà, c'est notre formulaire. Maintenant que nous avons fait ce formulaire qui pourrait être fonctionnel, puisque effectivement un enregistrement, on demande régulièrement le pseudo, l'adresse mail, le téléphone et le mot de passe, nous allons rapidement balayer l'ensemble des inputs les plus utilisés. On va se créer une page, hop, ici, new file, inputs.html. Et là, je vais faire sous les formulaires un lien à inputs.html. Et on va appeler ça, on va l'écrire un petit peu en gros aussi, en H4 et en gras. On peut mettre un H4 dans DA, il n'y a pas de souci, ça perturbe personne. Les principaux inputs. Ça va m'envoyer sur la page input qui pour l'instant est vide. Sur la page input, je vais faire un doctype, fr, les inputs, h1, les inputs. Au cas où, on va faire un petit lien retour à l'accueil. On va donc cibler index.html, retour à l'accueil. J'ai rafraîchi puisque j'avais pas fait le doctype avant de l'appeler. Et on est parti pour se faire les principaux inputs. Alors, on va voir l'input de type texte. Texte, je voulais dire, pas tel. Texte. Parfois, dans les inputs, vous avez une écriture qui est mise à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle un placeholder. Alors, le name et l'id, je vais les enlever. Et on va se faire un placeholder égale texte. Et après mon lien, je vais faire 2br, histoire de passer une ligne. Là, des fois, dans les inputs, vous avez un texte. Dès que vous cliquez dessus, que vous écrivez, le texte disparaît. Et il revient seulement quand c'est vide. C'est ce qu'on appelle un placeholder. On va le dupliquer. On va avoir le type number. Hop, je vais faire un BR ici. Je vais faire un BR là. Comme ça, on va pouvoir les mettre les uns sous les autres. On va faire même 2 BR. Comme ça, ça permet d'avoir un espace entre. C'est pas la bonne manière de faire des espaces dans un site. Hein. Le CSS nous aidera, mais pour l'instant, on va faire ça comme ça. Donc le type number, l'intérêt, c'est que si j'écris un chiffre, j'ai des petites flèches ici pour monter et descendre. Et si j'écris des lettres, ça ne fonctionne pas. Il n'y a que le E qui fonctionne, puisque le E, ça va être pour les exponentielles. Donc le E peut être accepté là-dedans. Mais si je fais G, T, H, A, il ne se passe rien. Nous allons avoir... Alors tiens, je vais te dupliquer.
Nous l'avons vu, le type email. Dans le placeholder, je mets email, donc lui, il va avoir besoin d'un arrobase. Quand je laisse mon curseur dessus, après avoir écrit quelque chose, veuillez inclure un arrobase. Nous allons avoir le type password, mot de passe. Celui-ci permet de masquer ce que vous êtes en train d'écrire. Attention, pensez bien qu'on peut passer outre dans la console de développement. Nous pouvons avoir les dates. Alors là, le placeholder, je vais l'enlever parce que je pense que ça parle assez bien. Le type input date, soit vous rentrez des dates, soit vous cliquez sur le calendrier et vous avez un joli calendrier qui apparaît. Je vais copier le password pour me remettre là-dessous. Hop, Maj-Alt F pour ranger. Tiens, un espace en trop ici. Nous pouvons avoir le range. De la même manière, le placeholder n'a pas d'utilité ici. Et ça va permettre de jouer sur une quantité ou une valeur. À savoir que par la suite, vous pourrez refaire un petit peu vos recherches. On peut mettre une valeur max, une valeur mini et le step entre chaque valeur. Par exemple, on peut aller de 0 à 100 en allant de 5 en 5 ou de 10 en 10 ou de 12,5 en 12,5. Pas de souci, tout ceci peut se paramétrer là-dedans. Nous pouvons avoir un input de type color. Le name et l'id, on va les enlever. Là, ça va permettre de sélectionner une couleur et ça renverra dans le formulaire cette valeur RGB ou hop, hexadécimale. On verra les couleurs un petit peu plus tard. Mais c'est toujours sympa si on a besoin de personnaliser ou de permettre à l'utilisateur de personnaliser une couleur en particulier. Nous pouvons avoir, alors là ce n'est pas un input, c'est un texte area et on va choisir avec cols et rose. Alors le name et l'id, on peut les enlever. Mais ça permet d'avoir un texte. Alors là, attendez, excusez-moi, je copie le BRBR. Ça permet de pouvoir rentrer un grand texte et de passer à la ligne au besoin. Et le passage à la ligne peut être enregistré ou pas, ça dépendra le traitement en base de données. Je vais me recopier les BR qui sont là. Hop, je vais coller ça là-dessous. Après les textes area, on peut avoir les inputs de type file. Je me colle mes deux BR, je supprime ça. Ça permet de choisir un fichier que nous allons envoyer dans notre base de données. Donc à vous de choisir le fichier que vous voulez, peu importe. Là, si je viens dans Symfony 5 et que je veux envoyer mon proxy.json, j'ai mon proxy.json qui apparaît là. Nous pourrions avoir des cases à cocher. Donc ça va être l'input de type checkbox. Checkbox pour valider, êtes-vous d'accord avec la politique, avec les conditions générales d'utilisation, ce genre de choses. Donc voilà pour la checkbox, hop, je peux la cocher ou la décocher. Nous avons une alternative aux checkbox qui sont les boutons radio. Alors, input de type radio. J'enlève ceci, je pense à me remettre des BR, hop, juste là. Et ici, on va se mettre le name. Alors, on va pas mettre radio, on va dire la donnée, ou les données. Et si je duplique cette ligne, hop, je vais rafraîchir, on voit que j'ai deux boutons, et je ne peux en sélectionner qu'un sur les deux, parce que j'ai le même name. Si ici, j'avais rentré truc, je pourrais sélectionner les deux, parce qu'ils ne sont pas liés ensemble. Mais à partir du moment où ils ont le même name, là, les quatre ont le même name, on pourrait leur donner une valeur par la suite. On voit que je ne peux en sélectionner qu'un. C'est bien si vous faites un questionnaire où vous avez besoin que l'utilisateur ne prenne qu'une seule réponse, ce sera le type radio. Si vous avez besoin qu'il puisse sélectionner plusieurs cases, ce sera plutôt la checkbox, puisque la checkbox, si hop, je la prends, je la copie et je la colle, hop, je vais pouvoir sélectionner plusieurs checkbox, même si je mettais le même name aux différentes checkbox. Donc ça, c'était les checkbox, ça, ce sont les boutons radio.
Et il va nous en rester un qui est un petit peu plus complexe à mettre en place, mais qui peut être très utile. Ce sont les menus déroulants, c'est-à-dire les select. Ce n'est pas un input traditionnel, ce sera un select. Et à l'intérieur, nous allons proposer des options. Alors les options, il faut qu'il y ait autant d'options que de possibilités dans le menu déroulant. Alors je reprends mes petits BR ici, excusez-moi. Je fais mon petit ménage, histoire que mon menu déroulant aille dessous. Et je vais mettre valeur 1. Et dans la value, c'est la valeur qui va être envoyée à notre base de données. Nous mettrons value 1. Donc ce qui va être enregistré en base de données, ce n'est pas valeur 1, ce sera value 1. Je modifie ça avec Maj Alt flèche du bas, c'est dupliqué. Donc value 2, valeur 2. Et valeur 3, value 3. Je rafraîchis ma petite page pour être sûr que tout va bien. Et là, j'ai bien mes valeurs qui apparaissent ici. Voilà. Alors, les selects sont très utilisés. Radio un petit peu quand même. Checkbox régulièrement. Text, number, email, password énormément. Date, range, couleur un peu moins. Text area énormément. Et puis voilà, on a fait le tour des principaux inputs utilisés ou que vous pourrez croiser. Tout ça dans des balises forme. Toujours important de mettre tout ça, CTRL-X, CTRL-V, dans un formulaire. Donc là, si je fais un petit F12, je vois bien que j'ai mon forme. L'action, c'est à quel endroit je vais envoyer les données. Et on va vouloir que toutes les données soient envoyées. Je peux, pour valider l'envoi, avoir un button de type submit. Valider les données. Je vais me refaire deux petits BR ici, hop là, pour passer à la ligne. Et si à tout hasard, dans un des inputs, j'ai un required, et que je veux valider les données, il va me dire « Veuillez renseigner ce champ ». Si je mets une valeur ici, mais pas ailleurs, puisque le required, je ne l'ai que là, je veux valider les données sont bien validées, puisque vous voyez que ça a rafraîchi ma page, et je n'ai plus Kiki qui apparaît ici. Alors que si l'input texte est vide, je peux appuyer tout ce que je veux, ça ne part pas. Ou si je mets un nombre ici, je mets 123, je valide les données, le 123 est toujours là. Mais dès que je vais mettre quelque chose là-dedans, hop, ça va tout envoyer. Le require d'attention, c'est juste pour vous permettre et permettre à l'utilisateur d'y penser. Ce n'est pas safe. À tout moment, quelqu'un pourrait venir là-dedans, hop, dire tiens, cet input possède un required, je viens là, je le dégage, et si je mets 123 ici, je valide les données, elles sont envoyées. Je suis passé outre le required, ça m'a rafraîchi la page, et le required est revenu. Donc attention, le required, ce n'est pas très safe comme pratique. On le met parce que ça peut nous faciliter la vie, surtout au début, mais après avec JavaScript et ou PHP, on pourra sécuriser de manière plus sûre et plus pérenne et plus sereine le fait que l'input doit forcément être rempli avant que les données soient envoyées. Voilà pour les inputs, c'est un peu lourd, c'est pas sexy, mais c'est bien utile, et comme on dit, l'informatique c'est de l'information automatique, et les informations, à un moment donné, il faut bien les rentrer. Et les formulaires servent à ça. Allez, à la suite!